L'affaire Benalla, avec le coup de tonnerre hier du Sénat qui a saisi la justice sur cette histoire. On va en parler. On va parler évidemment de la crise des Gilets jaunes et de l'acte 19 qui devrait se dérouler demain et des problèmes de sécurité que tout cela pose. C'est avec Lydia Guirousse que nous sommes ce matin, qui est la porte-parole du parti Les Républicains. Lydia Guirousse, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, vous vous attendiez à ce que le bureau du Sénat renvoie ou saisisse la justice sur les 5 personnes. Il y a M. Benalla, M. Kras, ça c'était attendu. En revanche, il y a 3 collaborateurs directs du président de la République qui sont le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet et le général qui est chargé de la sécurité de l'Élysée. Écoutez, on peut se réjouir du travail qu'a fait le Sénat. Le Sénat a une commission d'enquête parlementaire sérieuse, rigoureuse, dans le respect des principes que sont la séparation des pouvoirs, mais aussi de cette fonction de contrôle de l'exécutif. On a vu la mascarade qu'était la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. On avait l'impression qu'elle était pilotée en direct par l'Élysée et qui n'a abouti sur rien et sur même pas un rapport. Aujourd'hui, on peut quand même se satisfaire que le Sénat fasse ce travail-là et pour faire émerger la vérité, parce qu'en réalité, cette affaire Benalla, c'est un pied du pouvoir législatif mis ils sont dans cette fonction sur du Parlement. Le pouvoir exécutif, c'est bizarre, mais non? Le Parlement doit aussi contrôler le pouvoir exécutif en toute indépendance, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il est urgent de faire émerger la vérité. Cette affaire Benalla est en réalité une affaire d'État Macron. Il y a beaucoup de choses qui sont dissimulées. C'est une affaire d'État ou c'est une affaire d'État Macron? Une affaire d'État Macron, je le répète. Il y a beaucoup de choses qui ont été dissimulées. C'est pas une affaire de dysfonctionnement de l'État plutôt qu'une affaire d'État? Il y a beaucoup quand même de protection. Vous croyez que M. Macron est impliqué dans cette affaire? Pour un simple bagagiste, comme l'avait dit, porteur de valise, comme l'avait dit Christophe Castaner, je trouve qu'on l'a beaucoup protégé et il y a eu beaucoup de dissimulation. Et aujourd'hui, plus on avance, plus on a quand même vraiment l'impression que c'est une affaire d'État Macron et qu'il y a des choses qui sont encore dissimulées. Oui, laissons la justice travailler, laissons la justice enquêter. Et ensuite, à l'état actuel des choses, M. Collère, secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, chargé de la sécurité, et le directeur de cabinet, M. Stroda, peuvent continuer à exercer leur mission à l'intérieur de l'Élysée, de votre point de vue? De mon point de vue, il y a d'autres personnes qui ne devraient pas aujourd'hui être encore en poste. Je pense notamment à Christophe Castaner, si on fait référence à ce qui s'est passé. De mon point de vue, il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de choses assez troubles et des conséquences devraient être tirées par ces personnes. Vous demandez leur démission? S'ils font preuve de décence et de courage, ils doivent tirer les conséquences. Vous demandez leur démission? Je ne suis pas là pour demander leur démission. J'ai déjà demandé la démission de Christophe Castaner au vu des événements de samedi, mais pour ces 3 personnes, le travail du Sénat est quand même à saluer. Maintenant, la justice doit faire son travail et il y a des choses qui sont quand même très douteuses et qui font que, si j'avais été à leur place, j'aurais démissionné. Si jamais, et d'aventure, la justice les met en examen, il faut qu'ils démissionnent? Je pense, oui, quand même. Vous comprenez que M. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, ait été furieux de cette décision et, en conséquence, n'a pas voulu participer à l'école de Sciences Po Lille avec le président du Sénat à un débat sur le bicamérisme, précisément. Écoutez, je trouve que ce soit pour Richard Ferrand ou même Édouard Philippe, ce sont des réactions qui sont puériles et qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction. Gérard Larcher est quand même le 2e personnage de l'État. Avoir ce type de réaction, ça démontre encore une fois à quel point ils ne sont pas sereins face à cette affaire d'État qui est l'affaire Macron-Benalla. C'est une affaire Macron-Benalla, vous dites? Oui, mais je trouve que ce soit la réaction d'Édouard Philippe ou la réaction de Richard Ferrand sont des réactions qui relèvent vraiment de l'enfantillage. C'est puéril, ce n'est pas à la hauteur de leur fonction. Et ils doivent respecter les institutions, ils doivent respecter le Sénat, ils doivent respecter aussi le président du Sénat, qui est le 2e personnage de l'État. Gérard Larcher a toujours fait preuve de beaucoup de sérieux, de beaucoup de rigueur. Il fait partie de votre parti, il faut le dire. Bien sûr, mais vous savez, dans cette commission d'enquête... Est-ce que précisément cette décision est une décision politique? Non.
Non, encore une fois, Ah bon? Alors c'est quoi? Le Sénat a fait un travail rigoureux dans le respect des principes que sont la séparation des pouvoirs et en toute indépendance. Dans cette commission d'enquête sénatoriale, il y avait également le PS qui a également demandé à ce que ce dossier soit transmis à la justice. Ce n'est pas une commission d'enquête parlementaire LR, c'est le Sénat dans l'ensemble, avec l'ensemble des familles parlementaires qui ont enquêté et qui ont fait un travail en équipe. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de la justice? Qu'ils fassent leur travail en toute indépendance. Moi, je crois en la justice. Alors, vous parliez de M. Castaner, il a été au centre de l'actualité pendant toute la semaine, effectivement. Les Gilets jaunes, le débat continue, le grand débat continue sous d'autres formes. Il y a aussi ces manifestations du samedi. Vous attendiez à la démission de M. Castaner? J'ai demandé la démission de Christophe Castaner dès dimanche soir. Compte tenu de ce qui s'est passé samedi dernier sur les Champs-Élysées. Compte tenu de ce qui s'est passé et qui est une accumulation, 4 mois de chaos en France tous les week-ends, dans les grandes villes et partout en France, des destructions, de la violence, ça suffit. Aucun ministre de l'Intérieur ne serait resté en fonction avec un tel bilan. Moi, je ne crois pas que ce soit les exécutants de la préfecture de police qui sont de hauts fonctionnaires qui sont les responsables, et on a vu une purge politique incroyable se faire à la préfecture de police. Purge politique ou purge administrative plutôt? Enfin, pour moi, ça relève de la purge politique. Les préfets sont des fusibles idéaux, hein. Le politique doit avoir du courage. Et là, Christophe Castaner n'en a pas eu. Ouais. Les ordres donnés par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, n'ont pas été clairs. Il n'est pas à la hauteur de sa fonction. Il n'est pas à la hauteur de sa fonction, je l'ai déjà dit. Les ordres n'ont pas été clairs. Et il ne faut pas se décharger sur la préfecture de police et sur un préfet comme Michel Delpech. Le recours à l'armée et aux forces sentinelles, donc, qui jusque-là patrouillaient en France contre le terrorisme, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Écoutez, les forces sentinelles sont très efficaces pour la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, les forces sentinelles ont des fusils d'assaut. Est-ce que c'est véritablement un moyen? Ils n'iront pas au contact des manifestants, attention. Un outil qui est adapté Leur au maintien de mission, l'ordre. c'est de garder les bâtiments publics et officiels. Très bien, mais s'il y a une confrontation en direct avec les manifestants, quels sont les ordres qui vont être donnés aux forces sentinelles? Je souligne aussi la cacophonie qu'il y a au niveau du gouvernement, puisque Florence Parly a indiqué que ce n'était pas leur rôle de faire du maintien de l'ordre. Non, elle a dit qu'ils se cantonneraient au gardiennage, à la garde des bâtiments publics, comme tout le monde l'a toujours dit. S'il y a des manifestants qui viennent face à eux, quels sont les ordres qui vont leur être donnés? Il faut que les choses soient clarifiées. Vous êtes pour ou contre? Il faut que les choses soient clarifiées. Leur mission n'est pas le maintien de l'ordre, hein, c'est quand même la lutte antiterroriste. Beaucoup s'en inquiètent d'ailleurs parmi les forces sentinelles. Donc il va falloir donner des ordres très clairs, très précis et des outils. Pour ou contre? Moi, je veux que l'ordre revienne en France. Et depuis 4 mois, il y a le chaos et la violence en France. Il y a d'autres mesures que le gouvernement aurait pu prendre. Il y a d'autres mesures que le gouvernement aurait pu prendre en amont, interpeller les casseurs en amont, les assigner à résidence, faire beaucoup plus d'interpellations et avoir des peines derrière. Aujourd'hui, 95% des personnes qui ont été interpellées depuis novembre ont été relâchées en liberté. C'est une forme de laxisme. Écoutez, moi, je pense que si les ordres avaient été beaucoup plus clairs, si Christophe Castaner avait fait preuve de clarté, de courage, et s'il était à la hauteur de sa fonction... C'est un aveu d'échec de faire intervenir l'armée ? Mais c'est un aveu d'échec d'en être à la 19e semaine. C'est un aveu d'échec d'avoir 4 mois de chaos en France. Macron, Castaner ne sont pas capables de ramener l'ordre en France. Et c'est un échec majeur. Comment on sort de la crise des Gilets jaunes pour vous? Écoutez, déjà en ayant... Il faut un acte politique qui relève, par exemple, d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Moi, je pense déjà en changeant le comportement du président de la République. Et ce que j'observe, c'est que dans le grand débat, toutes les questions qui, en fait, une campagne électorale déguisée, hein, même Chantal Joanneau l'a dénoncé, à aucun moment on ne parle du comportement du président de la République. Est-ce que c'est le sujet? Le sujet, c'est pas la crise sociale? C'est aussi l'un des sujets. Quand même incroyable. Vous savez, c'est aussi l'un des sujets. Vous nous parlez d'un tas de sujets qui n'ont rien à voir avec la crise sociale. C'est aussi l'un des sujets, parce que cette colère des Gilets jaunes, elle est venue aussi de ce mépris qu'a affiché Emmanuel Macron à l'endroit des Français. Oui. Les alcooliques, les analphabètes, les Gaulois réfractaires, les gens qui ne sont rien. Tout ça a fait monter une colère en France qui a explosé. Il y a une question de pouvoir d'achat.
Oui. Il faut une réponse. Comment vous y répondez, vous? Nous, ce qu'on demande, c'est que l'impôt sur le revenu qui touche l'ensemble des classes moyennes qui sont matraquées fiscalement, et je pense notamment aux familles, Oui. que cet impôt soit réduit de 10%. Il y a aussi les retraités. Que l'impôt, et comment vous comblez les déficits? Je vais y venir. Alors, le gaspillage de l'argent public, c'est vraiment la mère de toutes les réformes. Donc, et il va falloir mener une vraie politique là-dessus. là-dessus. Vous demandez une réduction de 10% de l'impôt sur le revenu et sur les qui? retraites, sur l'ensemble des personnes, sur l'ensemble de l'impôt sur le revenu et sur les retraités qui sont considérés par le gouvernement. Vous demandez même pour ceux qui gagnent bien leur vie, qui ne sont pas nécessairement gilets jaunes, une baisse de l'imposition de 10%? Aujourd'hui, on est le pays à l'imposition la plus forte, avec le taux de prélèvement le plus fort. Il faut quand même à un moment s'attaquer à ça. Est-ce que vous êtes comme M. Bertrand? Est-ce que vous êtes comme M. Bertrand pour revenir rester sur les le fisc? retraités. Bon, on y vient après. Sur les retraités. Dites-moi. Après, comme M. Bertrand dit, il faut aussi faire TVA zéro sur certains produits de première nécessité. Bon, j'en suis pas sûre, mais c'est à étudier. C'est une question à étudier. Alors, sur les retraités, c'est vraiment important parce qu'ils ont toujours été considérés comme les vaches à lait par le gouvernement, comme si la retraite, ce n'était pas le fruit d'une vie de travail. Sur les retraités, il faut annuler ces hausses de CSG sur tous les retraités. Il faut également réindexer sur l'inflation toutes les retraites, pas seulement les plus modestes, mais toutes. Parce que les retraités ne peuvent pas être ceux qu'on taxe et encore et encore. Comment vous faites des économies puisque c'est une nécessité et une obligation? Bien sûr. Alors, les Républicains ont fait un travail de fond avec Éric Woerth notamment pour baisser la dépense publique et lutter contre le gaspillage de l'argent public. C'est la seule façon de redonner de l'oxygène aux Français. On a fait différentes propositions avec 20 milliards d'économies. Alors, il y a déjà, on peut aller chercher de l'argent sur l'alignement du régime public-privé sur les retraites. On propose attendez, également... Mais ça vient, la réforme des retraites, elle arrive. Voilà. Elle arrive, on ne la voit pas. Beaucoup de choses sont annoncées en Macronie, beaucoup de choses sont annoncées en Macronie, mais on ne voit jamais rien arriver. On veut aussi que le travail paye plus que l'assistanat et on demande à ce que ce soit plafonné à 75% du SMIC, les revenus de l'assistanat. On fera des économies là-dessus. On demande aussi de mettre fin à l'AME qui coûte 1 milliard par an pour que ce soit l'aide médicale d'État. Voilà, l'aide médicale d'urgence pour les migrants. Les immigrés clandestins. Exactement. Et là, on a quand même des pistes sérieuses d'économie. Ok. Il y a un regain dans les sondages, il faut le reconnaître, pour la liste qui est conduite par M. François-Xavier Bellamy. Ça marche finalement, Bellamy. Alors après toutes les critiques qui ont été formulées. Écoutez, Laurent Wauquiez avait la volonté de mettre en avant une nouvelle droite, une droite des convictions. Et j'en suis heureuse. François-Xavier Bellamy fait un travail formidable, une campagne formidable avec Laurent Wauquiez, avec le trio de tête, Agnès Evren, Arnaud Danjean. C'est aussi l'alliance de l'expérience. Exactement, j'allais y venir. C'est l'expérience et le renouveau. Je suis également sur la liste. Je représente cette droite des convictions. Je n'ai jamais changé sur cette volonté de lutter ardemment contre l'islamisme radical qui est en train de gangréner nos sociétés et de mettre à mal le droit des femmes. Il va y avoir un volet très important dans ce programme des Européennes, ça va être celui de la défense de notre civilisation. Et c'est le programme que nous proposons, c'est celui d'une Europe du bon sens, une Europe qui protège ses frontières contre l'immigration de masse, qui protège aussi ses entreprises. En fait, finalement, quel que soit le parti, vous dites tous la même chose, c'est extraordinaire. Qui protège ses entreprises, parce que l'Europe est dans une forme de naïveté économique face aux géants chinois et américains. On veut la préférence communautaire. Quel est votre objectif en pourcentage? Vous êtes crédité 14, 15? Écoutez, moi je pense qu'on va faire démentir les sondages et je pense qu'on va être la surprise de cette élection. Et vraiment, je suis très optimiste et on va tous se déployer sur le territoire pour faire campagne et aller arracher les voix une à une avec les dents, comme disait Jacques Chirac à l'époque. D'accord. On continue avec Lydia Guiroux, c'est Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans le studio pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Madame Giraud. Bonjour. Alors, première question, Alexandre qui lui se demande comment les Républicains font campagne pour ces européennes, car lui, dit-il, ça m'a l'air d'être une campagne assez discrète. Alexandre, il faut faire preuve de plus d'attention. Nous avons lancé la campagne samedi au Conseil national à Lyon. On a présenté le projet avec une soixantaine de propositions. Il y a évidemment de la presse, des médias, il y a des déplacements. Chaque semaine, il y a plusieurs déplacements Vous en en faites France. Personnellement? Moi aussi, je vais en faire. Je vais commencer. Je vais aller dans le Val d'Oise, je vais aller du côté de Lyon. Je vais aller en Dordogne également. Je vais aller dans le sud de la France. Donc on va se déployer. Il y a plusieurs représentants des différents
différentes régions françaises. Et le trio de tête a déjà commencé depuis plus d'un mois à faire campagne. Alors, toujours sur les européennes, un autre internaute nous dit, quand on voit les derniers sondages de le RNOCIO pour les européennes, êtes-vous étonné, surtout après le débat d'entre-deux tours de la présidentielle catastrophique de Marine Le Pen? Vous êtes étonné, vous, de voir que Marine Le Pen, le Rassemblement national, mais qui est incarné par Marine Le Pen, finalement, eh bien, arrive à ce niveau-là. Oui. Je ne suis pas étonnée parce que, vous savez, ça fait des mois que Emmanuel Macron veut installer comme unique opposant l'extrême droite. Et l'extrême droite a toujours été l'idiot utile des socialistes et de la gauche. Et la République En Marche, là, les sondages sont faits auprès de l'opinion. Hein, oui, mais vous savez, l'opinion, à force d'installer exclusivement Marine Le Pen comme opposant et de vouloir gommer la droite républicaine, l'opinion se forge aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que les électeurs du Rassemblement national ouvrent les yeux. Quelle est la meilleure façon d'avoir à nouveau Emmanuel Macron au pouvoir? C'est de voter Rassemblement national. Quel est le bilan des députés du Rassemblement national au Parlement européen? Zéro. Ils ont voté contre le PNR alors qu'ils passent leur temps à nous parler de sécurité en France et de lutte contre le terrorisme. Le PNR protège les Européens. Ils ont voté contre la protection contre les travailleurs détachés au Parlement européen. Donc c'est un vote stérile, le vote Rassemblement national. Autre question, le gilet jaune Benjamin Cauchy rejoint Nicolas Dupont-Aignan et un internaute se demande si vous seriez prêt au sein des Républicains à accueillir la parole d'un gilet jaune peut-être. Vous y avez songé ou c'est quelque chose qui peut se faire? Moi, je n'y ai pas songé, je n'ai pas entendu parler de cela. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Gilets jaunes, initialement, avaient des revendications sur le pouvoir d'achat. C'était aussi vous sur avez même la porté hausse... le gilet jaune, vous, Républicains? Moi, non, je ne l'ai pas porté, mais Wauquiez, c'était la hausse du pouvoir d'achat et ils étaient contre la hausse des taxes sur le carburant. Et dès que nous sommes arrivés à la tête des Républicains, en janvier, nous avions fait des tracts contre la hausse des taxes sur le carburant. Janvier 2018. Donc, oui, et donc nous avons été en pointe pour demander qu'on redonne du pouvoir d'achat en France et qu'on lutte contre cette maladie française, cette folie de la taxation à tout va. Ou inviter un gilet jaune à moi, je suis prête. La liste est faite, mais je suis prête, moi, à discuter avec tout le monde. En tout cas, les revendications qui consistent à demander de redonner plus de pouvoir d'achat, baisser ce matraquage fiscal et arrêter avec cette folie des taxes à tout va. C'est ce que vous demandez. C'est ce que nous faisons au sein des Républicains. L'Union européenne a donné un ultimatum au Royaume-Uni sur le Brexit et Jean nous dit, après plus de 2 ans de tractations sans fin, les Britanniques ont bien de la chance que l'Union européenne leur accorde une possibilité de délai. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous pensez que les Britanniques doivent se décider maintenant? Écoutez, moi je pense qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait grâce à Michel Barnier, qui a préservé l'unité des 27. Il y a un accord qui a été trouvé. Maintenant, Theresa May doit faire voter son Parlement et la balle est dans le camp des Britanniques. Question d'Alexandre qui nous dit, pour reconquérir les électeurs de droite déçus partir En Marche, est-ce que les Républicains ne devraient pas parler davantage d'économie plutôt que d'immigration, de sécurité? Les Républicains parlent d'économie. On a fait un grand programme sur la baisse de la dépense publique, la lutte contre le gaspillage de l'argent public, parce qu'Emmanuel Macron a dépassé le record de François Hollande en termes de dépenses publiques. On approche quand même sur la dette à quasiment 100% du PIB. Tout est au rouge quand même sur la situation française. Donc on parle d'économie, mais les questions liées à l'immigration ont aussi un impact sur l'économie. Les questions liées à la sécurité et à la lutte contre l'islamisme sont aussi importantes et il ne faut pas les balayer d'un revers de la main. Monsieur Babineau sur le Figaro.fr trouve que les propos et les nombreuses discussions autour du hijab de Decathlon ont apporté un climat délétère. Il voulait savoir ce que vous en pensiez. Alors, il s'adresse à celle qui a lancé. Oui, j'ai lancé cette alerte et je suis très heureuse que pour la première fois, une enseigne recule. Il va falloir rester quand même vigilant parce qu'il recule de manière temporaire. Mais c'est une première victoire pour le camp de la liberté. Je ne pense pas que ça mette en place un climat délétère. Je pense qu'il faut lutter contre tous les signes d'asservissement de la femme et de l'islam politique. Et le hijab, qui autrefois était traditionnel, traditionnel folklorique pour certains, est devenu un outil politique et militant. Et il faut à chaque fois se dresser pour défendre la liberté et la laïcité parce qu'en face de nous, les militants de l'islam politique ne s'endorment pas, ils avancent. À ce propos, justement, vous parlez de laïcité, il y a la loi de 1905, on en parle beaucoup, on attend un discours du président de la République depuis longtemps sur la laïcité. Est-ce que, compte tenu de ce que vous venez de dire, il faut réformer cette loi de 1905 pour l'adapter, justement? Non, il ne faut pas toucher à la loi de 1905. On ne doit pas y toucher, elle est tout à fait adaptée. Il faudra
si on la touche, c'est pour la renforcer. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on élargisse la loi de 2004 pour interdire le voile à l'université. Et à chaque fois que l'islam politique voudra s'infiltrer, il faudra renforcer la laïcité. Vous êtes contre le voile à l'université? Je suis contre le voile à l'université, bien sûr. Youba se demande quel regard vous portez sur la situation en Algérie. Bien sûr, moi je suis née en Algérie, en Kabylie, et mes parents ont quitté l'Algérie à cause des islamistes qui égorgeaient, et c'était des années Donc vous avez vécu là-bas longtemps? Terrible. J'ai longtemps, enfin 6 ans, mais en tout cas marqué. Votre prime jeunesse. Voilà, et marqué par cette histoire de terrorisme qui est sanglante et de terrorisme. Donc je regarde ça avec beaucoup d'espoir. Vous avez encore de la famille là-bas? Oui, je regarde ça avec beaucoup d'espoir et beaucoup de vigilance. Les Algériens ont le droit à la démocratie, ils ont le droit également à un président en bonne santé, ils ont le droit à des élections démocratiques. Je ne ferai pas d'ingérence en tant que femme politique française, mais j'estime qu'on a le droit, tout peuple a droit à la démocratie, à la liberté, mais attention au risque islamiste. Et je souhaite un petit mot pour les femmes algériennes, que soit abrogé ce code de la famille qui enferme et qui met dans une situation déplorable les femmes algériennes. Là, pour le moment, les islamistes en Algérie font profil bas, on ne les voit pas beaucoup. Il faut toujours s'en méfier. Ils sont très divisés, semble-t-il, oui. nous dit-on. Vous croyez que ce caractère pacifique de cette révolution va pouvoir continuer? Je l'espère. Qui est assez exceptionnel, il faut le dire. Qui est exceptionnel, et je l'espère. L'Algérie a connu beaucoup de violences, ils ont beaucoup souffert. Chaque famille a une personne qui a été victime des islamistes, des terroristes. Le printemps berbère n'a pas donné lieu à une démocratie. Il a été réprimé. Voilà, c'était en Kabylie, donc j'ai quand même quelques souvenirs. Donc beaucoup d'espoir, mais beaucoup de vigilance, vraiment. Une dernière question. Une dernière question. Les députés autorisent les pharmaciens à prescrire certains médicaments. La France se demandait ce que les Républicains en pensaient, et notamment, nous dit-il, les déserts médicaux s'étendent. Faut-il nécessairement un médecin dans tous les cas de figure? Alors bon. Déjà, les pharmaciens. Les pharmaciens, il y a déjà beaucoup de médicaments qui sont accessibles sans ordonnance. Pour ceux qui le sont. Pour ceux qui le sont, je n'ai pas encore réfléchi à la question, donc je ne vais pas m'avancer. Les déserts médicaux, c'est un vrai sujet. Il y a les maisons de santé qu'il faut multiplier. Après, il y a aussi la télémédecine qui commence à se développer. On n'est qu'au début. Ce sont aussi peut-être des solutions face aux déserts médicaux. Sujet qui est d'ailleurs au cœur des préoccupations des Gilets jaunes, semble-t-il. Bien sûr, beaucoup vivent dans la ruralité. Merci Lydia Guérousse. Merci de vos réponses, de toutes vos réponses. Merci à vous autres, chers internautes, qui avez eu pour interlocuteur l'excellent Jérémy Pontieux aujourd'hui. Et puis on se dit à lundi, si vous le voulez bien.